Vous êtes à l'écoute des programmes de Studio Kalangu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse de ce vendredi 19 novembre 2021. Votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse des faits ayant marqué l'actualité de la semaine qui s'achève avec des confrères de la presse. Au menu de ce numéro du Forum de la presse de ce soir, d'abord le sommet des jeunes filles africaines organisé du 16 au 18 novembre 2021 à Niamey. Ensuite, la reprise des cours en début de semaine des étudiants boursiers de l'État du Niger suspendus la semaine dernière par leurs instituts et écoles professionnelles privées. Enfin, nous terminerons avec cette tournée à l'intérieur du pays d'une mission du ministère de la Communication sur le projet de convention collective de la presse nigérienne. Pour analyser tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir comme invité d'abord Maïmouna Diado, elle est journaliste indépendante. Elhaji Mohamedou Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter. Et enfin, Husseini Issa, journaliste indépendant également. À la modération de ce forum de la presse, je suis Michel Deji. Une fois de plus, bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour ce forum de la presse du studio Kalangu de ce vendredi 19 novembre 2021. Commençons avec le sommet des jeunes filles africaines organisé du 16 au 18 novembre 2021 à Niamey sous le thème Culture, droits humains et responsabilité accélérer l'élimination des pratiques néfastes. Organisé par la Commission de l'Union africaine, ce sommet a regroupé les délégations des pays africains composées des jeunes filles, des experts et autorités en charge des questions des droits des femmes et de la lutte contre les violences basées sur le genre. D'abord, Maïmouna Diado, pourquoi un tel sommet? Pourquoi un tel sommet? Je me dis que déjà, nous savons qu'il y a eu une première édition, deuxième édition qui était organisée au niveau donc d'Accra, Ghana, et la troisième édition, le troisième forum, qui se tient actuellement ici à Niamey. Donc, il y a eu le sommet en 2015, en 2018 et en 2021, c'est le Niger qui accueille ça. Donc je me dis que c'est une très bonne chose parce que en fait, nous sommes sur la base de la défense donc, des droits de la jeune fille. Et donc l'Union africaine a bien fait justement de mettre ça donc, dans sa ligne de mire pour convaincre les États africains à respecter les droits de ces jeunes filles-là. Il y a la scolarisation, il y a la santé et la reproduction, il y a beaucoup de choses qui entourent en tout cas la jeune fille. Elle est fragile, on sait qu'elle représente également la masse de la population. La majorité de la population, elle est jeune. Et quand on regarde aussi, c'est bien sûr les filles. Donc, il faut vraiment s'activer à ce que ces filles-là puissent aller vers un développement. Parce que une fille instruite, comme on l'a dit, c'est tout un pays, en tout cas, qui devient aujourd'hui, c'est un pays qui se développe. Le pays ne peut pas se développer sans ces jeunes filles, parce que ce sont les jeunes filles-là qui vont devenir les piliers, les femmes de demain. Et les femmes de demain, c'est elles qui auront à leur charge l'éducation de leurs enfants. Donc, pour tout ça, il a fallu que l'Union africaine essaie d'organiser ces genres de forums pour voir à chaque pays, l'initiative prise par nos États, et des exemples concrets, donc des exemples de réussite de ces jeunes filles-là, pour pouvoir vraiment amener à ce que même les jeunes filles elles-mêmes comprennent l'utilité aujourd'hui d'aller à l'école, l'utilité de la reproduction, parce qu'aujourd'hui on dit que le mariage forcé, le mariage précoce, quand on marie une fille à 12 ans, 10 ans, ça veut dire qu'elle aura une forte natalité. Ça veut dire qu'elle peut dépasser jusqu'à 10, 7, atteindre 10, 8 ou bien 11 enfants.
On l'a vu, il y a des femmes qui sont parties jusqu'à 13, 15 enfants ici. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment une très bonne chose. Et c'est à féliciter. Et vous avez vu le monde qu'il y a eu, en tout cas à l'ouverture de ce sommet. Ça veut dire que vraiment tous les pays africains sont impliqués dedans. Et c'est déjà une très bonne chose. Et on espère qu'au sortir de ce forum, qu'il y ait plus de résolutions, plus de recommandations et que les pays qui sont actuellement ici avec leur délégation prendront en compte, et l'Union africaine prendra en compte les exigences qu'il faut pour aller vers la résilience en fait, de ces jeunes filles-là. Il faut rappeler que la cérémonie d'ouverture de ce sommet avait été présidée par le président de la République, Mohamed Bazoum. El Hadji Mohamedou Souleymane. Quel intérêt pour le Niger d'organiser cet événement et les objectifs visés par ce sommet? Oui, justement, vous l'avez dit en rappelant le thème de cette rencontre qui vise véritablement à s'occuper des droits des filles, des jeunes filles en Afrique. Le président de la République, on a entendu dans son discours, il disait que au Niger, nous sommes... c'est une réalité qu'on vit. Il a cité quelques faits, le mariage précoce, d'où justement son programme sur l'éducation, qu'il pense qu'il faudrait donc que la jeune fille soit scolarisée, soit maintenue justement longtemps à l'école pour en tout cas faire face à beaucoup de fléaux selon lui. Moi, j'ai suivi justement, c'est environ 2000 filles à travers l'Afrique qui ont participé. Avec aussi des partenaires, des décideurs, donc des gens des ministères qui s'occupent de la question de la femme. Au-delà justement de la profession de foi, maintenant la question qu'il faut se poser au niveau des États, est-ce que concrètement les États mettent justement les moyens, font des efforts pour scolariser ces filles? Parce que je pense que on voit tous ce discours, mais en vérité, la meilleure garantie, c'est justement une éducation. C'est-à-dire que faire en sorte que ces filles puissent véritablement bénéficier de l'instruction à l'école, qu'elles puissent aussi, comme les hommes, les garçons donc de leur âge, avoir les mêmes chances de faire des universités, vous voyez, en fait, développer leur potentiel comme les garçons. Qu'est-ce qui bloque à l'heure actuelle il y a non seulement il y a des contraintes donc d'ordre financier, matériel, mais aussi il y a surtout le poids des facteurs socio-culturels, il ne faut pas le nier, ce qui fait que justement il y a des mauvaises pratiques qui tirent justement vers le bas la question de l'émancipation de la femme. C'est des réalités. Beaucoup de gens pensent qu'envoyer la fille, aujourd'hui encore, ce qui est quand même assez regrettable, beaucoup de gens pensent qu'envoyer la fille à l'école, c'est la jeter dans une situation, dans une voie tortueuse, alors qu'on le sait, comme l'a dit Maïmouna tout à l'heure, et dans un foyer, lorsque la femme a une bonne éducation, elle est censée transmettre le minimum à ses enfants. Vous voyez par exemple, quand c'est une situation où l'homme il est instruit, la femme n'est pas instruite, lui il n'a pas le temps pour s'occuper des enfants. Mais quand la femme elle est instruite, le minimum déjà, elle est comme elle est peut-être en fait naturelle. Elle transmet en fait le savoir, la connaissance à son enfant. Donc ce qui fait que vous voyez, c'est des réalités qui font que véritablement, je pense que c'est très très nécessaire. Mais tout simplement, il faut dépasser donc, le cap de discours. Et c'est pourquoi on voudrait vraiment voir d'ici 5 ans le résultat de ce que le président de la République voudrait faire avec, en tout cas, les jeunes filles, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Ce n'est pas gagné d'avance à ce truc avec ces défis d'insécurité, vous voyez. Tout cela, il faut tenir compte. Donc, on a réuni justement pendant donc, 3 jours, donc ces filles venues un peu au niveau africain. Donc on voudrait vraiment que cela soit traduit
par des facilités, en tout cas, faire au moins la promotion. Parce que lorsqu'il y a des modèles, c'est en montrant justement des exemples des filles en termes de leadership qui ont réussi, qui sont en train de vraiment de venir, en tout cas, à animer donc des panels de conférences, en tout cas, à travers les villages, en tout cas, qu'on montre vraiment des histoires, qu'on raconte des histoires, en tout cas, de ces filles-là, en tout cas, pour convaincre les gens que effectivement, il faut faire voir le monde autrement. Nous ne pouvons pas continuer à vivre les défis que nous avons aujourd'hui. Avant, le défi, c'est avoir des enfants, c'est pour travailler le champ. Aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes défis. Il faudrait qu'on a vu justement, l'histoire est têtue, en tout cas, une certaine date, les gens ont refusé à leurs enfants d'aller à l'école. Par exemple, les chefs de village, ils ont vu justement par la réalité que les enfants de leurs, entre guillemets, sujets, donc, aller à l'école, ceux qui se sont vraiment émancipés, qui sont en tout cas aujourd'hui de hauts cadres, qui sont en tout cas de sorte que maintenant, quand le chef vient en ville, il va chez le fils d'un de ses... voilà. Bref, c'est dire que franchement, parlant, cette question, pour dire que on a suivi ça de très près, on a suivi le discours du président, en tout cas sur la question de la fille, et les réalités qu'il a eu à décrire. Effectivement, c'est cela. Mais comment on doit faire justement pour inverser la tendance, parce que la question de la jeune fille, en tout cas dans notre contexte, vraiment, elle est très très difficile. Merci beaucoup. L'éducation change le monde, disait Nelson Mandela. Il faut donc des actions concrètes pour arriver à changer cette situation de l'accès des jeunes filles à l'école. On vous a bien compris. Il faut noter justement que selon l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies chargé des questions de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, Madame Najat Mala, dans le monde, plus de 30 millions de filles sont victimes de violences de diverses natures. Pour lutter contre ces violences, elle a appelé à mettre fin à toutes les pratiques néfastes et préjudiciables à l'égard des filles et de faire des enfants et des jeunes filles un secteur puissant de développement. Au Niger, quelles sont ces pratiques qui portent atteinte aux droits des filles, Ousseinissa? Bon, d'abord, je commencerai par dire, moi, je suis fatigué avec ces réunions, sommets, tout ça là. On a vu les limites. On parle, on dit à ces jeunes filles africaines qui vont venir se réunir. On a dit faire un sommet des mamans de ces jeunes filles-là. Tu m'entends? C'est bien beau que des filles qui sont allées à l'école, c'est qui les filles qui sont venues à cette réunion? C'est des filles qui sont instruites. Celles qui sont dans les campagnes là, c'est quoi? On aurait dû faire venir des parents pour dire voilà. Parce que les décideurs, c'est bien évidemment les parents. La fille peut être allée à l'école quand vous voyez un peu l'ampleur du phénomène dans la région de Zender, de Maradi, de comment on appelle là. Moi, j'ai recueilli des témoignages. On a fait venir des jeunes filles scolarisées d'un certain standing pour discuter pendant 3 jours. Ils vont faire des résolutions, il y aura des résolutions, des recommandations. Ça va aboutir sur quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on a besoin encore de continuer à tenir des réunions? L'Union africaine. Ça va changer quoi? Moi, je ne crois plus en ces choses-là. Pour moi, il faut poser les actes. Quel acte il faut poser alors au plan continental, par exemple? Pendant des années, l'UNICEF et les autres partenaires, avec les chefs traditionnels, ils ont mené des sensibilisations et tout par rapport à toutes ces pratiques. Notamment, comment dire, les mutilations génitales. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai assisté à beaucoup de réunions, j'ai fait des déplacements en région avec des chefs traditionnels pour des sensibilisations. Qu'est-ce qui a changé? Dites-moi, qu'est-ce qui a changé? Il y a une évolution quand on compare. Quelle évolution? Par rapport à des décennies passées. Non, il faut aller voir encore en région. Et même ici à Niamey, dans certains quartiers, c'est des choses qui existent encore. Ça persiste. À l'intérieur du pays, c'est autre chose. Moi, j'ai vu une fille très brillante qu'on a sortie de l'école, très brillante, première de sa classe. Ses parents ont décidé de la sortir de l'école pour la donner en mariage à quelqu'un qui est venu du Nigeria.
un ami de son papa. Et comme ça, l'enfant, elle a tout fait, y compris localement, c'était à Zender, le témoignage, y compris la responsable de la protection de la femme et de l'enfant, a tout fait. Personne n'a pas pu empêcher que l'enfant soit sorti de l'école. Ousseinissa, comment changer cette situation alors? Comment changer? Il faut changer la mentalité des parents d'abord. Est-ce que vous comprenez? Et ça passe comment? Mais ça passe par, il faut les sensibilisations même. Les gens, ils sont attirés par l'argent. Est-ce que tu comprends? C'est l'argent. Le monsieur vient avec son argent. Il est parti en exode, il vient. Il amène des millions ou quelques millions. Il appâte les parents de la fille. Et alors? Et il voit que le million, il ne voit pas l'éducation de l'enfant. Il voit qu'ils ont ponctuellement, ils ont de l'argent pour régler des problèmes de nourriture, de ceci, cela. Est-ce que dans ces conditions-là, on peut penser que c'est un forum qui va régler les choses? Merci Ousseinissa. Il faut être quelle solution ce sommet, cette rencontre peut apporter par rapport à toutes ces questions soulevées? C'est vrai, au niveau de certaines pratiques néfastes, on a des persistances. Au niveau de certaines localités, la question de la scolarisation de la jeune fille, la question des mutilations génitales, les violences dont sont souvent victimes les jeunes filles, les femmes de façon générale. Par rapport à tout ça, qu'est-ce que ce sommet peut apporter comme solution? Ce que ce sommet peut apporter comme solution, Hussein l'a dit, il faut un changement de mentalité. On espère que ce sommet, ceux qui étaient ou celles qui étaient présentes donc à ce sommet pourront à leur tour ne serait-ce que sensibiliser chacune. En tout cas, elles peuvent être des leaders pour sensibiliser les autres filles, les autres parents dans leur pays respectif. Donc, je me dis également, le problème que nous avons, ça veut dire que le problème que les pays, les États africains ont, c'est que la jeune fille est entourée de lois qui sauve cette jeune fille. Mais d'où son application, il y a l'application qui n'est pas aussi respectée. L'application des droits, des lois ne sont pas du tout respectées. Ça veut dire que, en fait, on parle qu'il y a des lois qui réprimandent les violences faites à l'endroit de la jeune fille, de la femme, mais est-ce que c'est respecté? Est-ce que non, j'arrive. Je suis en train. Oui, elle est en train de dire cela justement que ces lois ne sont pas respectées. En fait, que ces lois ne sont pas respectées. Au Niger, nous avons un décret portant protection et maintien de la jeune fille à l'école. Jusqu'à l'âge de 16 ans. Est-ce que c'est respecté? C'est pas respecté parce que je suis entourée de jeunes filles dans mon quartier qui ont été déjà chassées de l'école. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que si on contribue déjà à chasser les jeunes filles de l'école, alors qu'on demande de les maintenir à l'école, donc ça c'est un problème. Quand vous voyez le niveau de la jeune fille ne peut pas poursuivre ses études au niveau donc, des écoles étatiques, mais pourquoi ne pas envoyer cette jeune fille vers les écoles professionnelles? C'est ça aussi. Donc ça veut dire que jusque-là, le maintien de la jeune fille, c'est sur le papier. Ça n'existe pas. Donc il faut que nos États africains pensent à aller véritablement dans le sens de leur réflexion. Ceux qu'ils sont en train de prendre comme loi, comme arrêté, concernant la jeune fille, il faut les exécuter. C'est très important. El Hadj Mohamed Souleymane, c'est quoi les conséquences de tout cela? Tous ces mots que nous voyons, tous ces défis, tous ces problèmes auxquels font face les jeunes filles. Les conséquences, aujourd'hui, on les voit de façon... Ça se traduit à travers la dépravation de mœurs. Vous voyez aujourd'hui la prostitution des mineurs, la chicha, en tout cas, parce que tout simplement, les filles qui ont abandonné l'école ou bien qui ne sont pas scolarisées, c'est pourquoi moi je suis d'avis avec Hussein qu'effectivement, les moyens que l'Union africaine a mobilisés pour amener 2000 filles et tout ce monde-là, billets d'avion certainement pris en charge au niveau des hôtels, tout cela, je pense que si on devait faire un usage rationnel, en tout cas, qui peut avoir un impact sur ces questions des pratiques néfastes,
on aurait peut-être dit pourquoi ne pas réunir en tout cas de voix plus autorisées. Par exemple, réunir les chefs traditionnels au niveau africain qui vont faire des missions donc dans les villages, qui vont venir parler directement aux populations parce qu'ils sont écoutés. Le chef de Bénin ou bien du Togo qui va venir dans des localités ici au Niger en tout cas. En fait, vous voyez, je veux dire que tout simplement, je ne suis pas sûr que réunir ces filles-là, on ne sait même pas comment souvent on arrive à recruter ces ça veut dire que c'est une bonne chose, donc, mais ce n'est pas suffisant. Je ne suis pas sûr que l'impact par rapport aux moyens mobilisés, utilisés, on pourrait avoir l'impact souhaité. Donc, c'est-à-dire que si effectivement il y a des initiatives comme ça, il va falloir que les techniciens de l'Union africaine, en tout cas que le pays, puissent vraiment faire un usage plus rationnel, plus en tout cas impactant, si je peux dire, en tout cas qui puisse véritablement... parce que c'est quoi le problème? Le changement de mentalité qu'on voudrait, c'est là où effectivement, dans les terroirs en tout cas, où les populations, les parents arrivent toujours à empêcher aux filles d'aller à l'école ou bien qui sont en train de faire, d'infliger ces pratiques-là néfastes. Donc c'est eux qu'il faut aller sensibiliser, pas réunir vraiment les filles en village, en tout cas qui sont ici dans des hôtels. Voyez quoi. Donc je ne voudrais pas verser dans un certain commentaire, mais c'est dire que véritablement, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure façon en tout cas de minimiser, en tout cas d'avoir des solutions à tous ces problèmes dont on parle vraiment. Il faut chercher donc d'autres pistes de solutions. Absolument. C'est ça votre absolument. souhait. Impliquer en plus des chefs religieux, par exemple des prédicateurs qui vont aller concrètement prêcher. Les leaders d'opinion de façon générale. Absolument. Merci beaucoup. Parlons à présent de cette reprise des cours en début de semaine des étudiants boursiers de l'État du Niger suspendus la semaine dernière par leurs instituts et écoles professionnelles privées. Ces étudiants et élèves ont été suspendus pour non-paiement des frais de formation de 2015 à 2021 selon Garba Aboubakar Mohamed Modibo, le secrétaire général adjoint de l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques de Niamey, UEPTN. Il faut d'abord savoir qu'il s'agit des arriérés de frais de formation de l'année 2015 jusqu'en 2021 et également les frais pour les élèves orientés du ministère de l'enseignement professionnel qui a conduit les fondateurs des instituts à prendre une décision selon laquelle de suspendre ces étudiants boursiers. Nous avons lancé un mot d'ordre de 24 heures. C'est ainsi que le ministre de l'enseignement professionnel nous a appelés pour un dialogue, pour nous donner l'évolution de la situation et enfin de prendre également certains engagements. Il nous a dit qu'il a écrit une note au Premier ministre pour lui faire la situation de ces étudiants boursiers. Il a rencontré également les fondateurs des instituts et des écoles professionnelles, mais nous ne savons pas sur quelle base ou sur quelle clause ils se sont entendus pour que nos camarades regagnent leur salle de cours. Mais à l'heure où nous en sommes aujourd'hui, tous les boursiers qui ont été chassés ont regagné leur salle de cours. Propos recueillis par Tarnan Foudey Ahmed Ousseinissa. Quelle analyse par rapport à ces propos du secrétaire général adjoint de l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques de Niamey, UEPTN? Mais ça veut dire que la situation est décantée. De 2015 jusqu'à 2021, aujourd'hui, 7 ans, sans que l'État ne puisse payer les frais de scolarité de ces, de ces étudiants-là qui sont dans les instituts et écoles professionnelles. Moi, je pense qu'il y a un problème. On ne sait pas si c'est des aérés partiels ou totaux non, pour mais toutes certainement les années. que si c'est de 2015 jusqu'à 2021, ça veut dire que pendant toutes ces années, l'année dernière déjà, le problème se posait, je crois. Bien sûr. En 2019 également, le problème se posait. Ça veut dire qu'on accumule, mais même maintenant. Bon, certainement, il y a les discussions qu'il y a eu entre le ministre et les fondateurs de ces écoles. Ces discussions ont certainement permis de décanter un peu la situation avec, comment on appelle ça, des engagements. Des engagements ou des promesses. Parce que, ou des promesses, on a vu avec même les enseignants-chercheurs. On prend des promesses, mais est-ce que ça va... Il n'y aura pas d'interruption en milieu d'année, en cours d'année. Parce que quand on prend des promesses et qu'on ne les remplit pas, les fondateurs, on sait comment ça fonctionne.
en bon milieu d'année, ils peuvent dire, bon, c'est parce que ce qui a été prévu, ce qui a été retenu, ça n'a pas été respecté. C'est ça qu'il faut craindre. Et moi, je pense qu'il faut qu'on sorte de cette logique-là. L'argent, on peut mettre la formation. Tout à l'heure, on vient de parler des jeunes filles. Mais la formation, c'est ça qui développe un pays, l'éducation. Si on se permet au niveau étatique de banaliser ça, à telle enseigne qu'on empêche à des étudiants d'aller prendre cours pendant une semaine. Maintenant, c'est peut-être des cours de rattrapage qu'on va leur faire quand ils vont commencer. Ça va durer combien de temps? Est-ce que les promesses prises par le gouvernement, est-ce que ces promesses-là vont être respectées? C'est la même chose à tous les niveaux, y compris avec les enseignants des universités, où on prend des engagements et on ne respecte pas. Maïmouna Diado, c'est vrai, il l'a dit, ce n'est pas la première fois que de pareilles suspensions pour non-paiement des frais de formation par l'État aux instituts et écoles professionnelles privées arrivent au Niger. Que faire pour arriver à mettre fin à cet état de fait? Mais que faire? Mais est-ce qu'on peut mettre fin à cette situation? Parce que déjà, les arriérés de 2015 jusqu'à aujourd'hui 2021, mais c'est beaucoup. Si ils veulent mettre fin à ça, ils auraient dû mettre fin à ça chaque année, éponger jusqu'à arriver en 2021. Donc je me dis que ce n'est pas la première fois, c'est ça, les étudiants de toutes les manières connaissent ce système, les promoteurs connaissent ce système, on les appelle à chaque fois, on négocie, on prend des engagements et les engagements, après, ça se retrouve dans les tiroirs. 2 jours après, il faut que les étudiants reviennent encore pour gréver, pour prendre, sortir, dénoncer, pour qu'on revienne encore sur la même table de négociation pour trouver à résoudre le problème. Là, c'est pas bon. C'est pas bon vraiment pour un pays qui veut se développer. Comme l'a dit Ousseini, l'école professionnelle, quand même, c'est pas une école à banaliser. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est avec ça que l'Afrique est en train de se construire. Moi, je me dis que le mieux, c'est que quand on prépare une rentrée, il faut tenir compte de tous ces paramètres-là pour que ces étudiants aussi puissent aller étudier dans les bonnes conditions et dans leurs droits, parce que c'est un droit. C'est un droit aujourd'hui que le Niger puisse aujourd'hui leur reverser ça, pour qu'ils puissent aller faire les études convenablement. Donc, si ça ne marche pas du côté de l'université, parce que beaucoup d'étudiants, en fait, fuient l'université pour aller vers ces écoles professionnelles. Mais si aujourd'hui, en fuyant l'université et en allant vers ces écoles professionnelles, tu n'as pas aussi la chance de faire tes études convenablement, donc il y a un problème. Il faut qu'aujourd'hui, le ministère de l'Enseignement supérieur, qui a charge de ce dossier, puisse vraiment s'entendre avec les promoteurs. Et de la formation professionnelle. Et la formation professionnelle, voilà. Puisse vraiment s'entendre avec ces promoteurs. Parce qu'on a comme l'impression, parce qu'on se demande comment est-ce que ces écoles fonctionnent. Quand ces écoles ont plus d'arriérés, de 2015 jusqu'à 2021, comment est-ce que ces écoles, ces instituts fonctionnent? Heureusement, ils n'ont pas que ces boursiers dans leur école. C'est ça, mais les boursiers de l'État sont aussi nombreux. Il y a des écoles aujourd'hui qui refusent de prendre les boursiers de l'État. Il y a des écoles, ils ont un plafond pour les boursiers de l'État. Aujourd'hui, il y a une école que je ne voudrais pas citer, où tu retrouves le plus grand nombre de boursiers de l'État. Parce que cette école s'est dit, bon, il faut, ce sont des Nigériens quand même, ce sont des étudiants, il faut les prendre. Il faut, des fois, on n'attend même pas l'État, mais on fait des sacrifices. Les parents payent pour la scolarité de l'enfant avant que l'État se décide à donner, et ensuite on rembourse les parents. Moi, je me dis que vraiment, c'est de revoir le système. On ne peut pas avancer comme ça. Il ne faut pas qu'on attende encore en 2022 pour dire qu'il y a des arriérés de 2015 jusqu'en 2022. C'est pas bon. Elhadji Mohamedou Souleymane, comment relever ce défi? Je me suis un peu renseigné, j'avais appelé un fondateur d'école pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé. En réalité, quand ils ont fait la lettre, l'ultimatum qu'ils ont lancé au gouvernement pour suspendre les étudiants, ils l'ont effectivement fait. Malheureusement,
ils ont dit qu'ils ont des arriérés, donc des reliquats de 2015 à 2017. Ça, c'est des reliquats. Donc, on a payé une partie. Maintenant, l'année de 2018 à 2021, là, on n'a rien payé. C'est-à-dire que, franchement, c'est très compliqué. Le fondateur m'a dit qu'ils ont repris, arrêté, c'est une opération de communication pour alerter l'opinion qu'ils ont des arriérés. D'une certaine façon, vous voyez, en réalité, il n'y a pas d'engagement, rien n'a été fait, semble-t-il. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, selon cette source, on n'a rien versé. Ils ont tout simplement accepté de reprendre l'espoir que leur message est passé et qu'entre-temps, certainement, ils vont voir qui les droits, en tout cas, pour faire avancer la situation. Et donc, comment comprendre cette attitude de l'État? Mais justement, c'est tout simplement ça. Tout simplement dire que pendant que le président de la République, en tout cas, est en train de dire qu'on fait de l'école la priorité parmi les grandes priorités, en tout cas, il n'est pas acceptable de constater effectivement que l'État puisse accumuler ses arriérés. Il va falloir, parce que vous voyez, ça c'est un aspect du problème de l'enseignement supérieur. Les étudiants maintenant à l'université, quand on considère qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des facultés où on a interdit de recevoir des étudiants de première année parce qu'ils sont saturés. Donc, il y a que, effectivement, au niveau donc, de l'enseignement supérieur, et de l'enseignement professionnel. Justement, moi, je suis en train de voir simplement de façon en réalité, parce qu'en réalité, elle a dit le ministère de tutelle. Aussi, on construit le pays avec le système éducatif global, notamment les universités. On doit former aussi à la recherche. Donc, c'est-à-dire que moi, de mon point de vue, c'est avant tout le moins qu'il faut mettre. On pense que les étudiants qui ont accepté d'aller donc se former, peut-être au lieu de faire un cycle de 7 ans, 8 ans, celui qui va en médecine, ou bien 9 ans, il va venir faire 2 ans ou 3 ans, faire sa licence ou bien son master. Et donc, il a une formation professionnelle. Mais lorsqu'effectivement, il a des obstacles de ce genre, je pense que franchement, il va falloir vraiment qu'on trouve des solutions. Parce que, comme l'a dit Mamoun, effectivement, la réalité, c'est qu'il y a des parents qui vont de la première année jusqu'à la fin, ils vont payer les études des enfants. Mais quand l'État ne paye pas, vous voyez, effectivement, comment régulariser effectivement cela lorsque ça peut être une situation vraiment ingérable. C'est-à-dire que vraiment, il va falloir rationaliser. Il ne sert à rien d'envoyer des étudiants sur des bourses qui n'existent pas. Donc, je pense que là, vraiment, c'est que le fondateur m'a dit que rien n'a été fait et qu'ils ont repris. Donc, vous comprenez qu'eux sont dans une impasse. Parce que, normalement, quand vous donnez un ultimatum, vous sachez des étudiants, vous reprenez sans avoir rien. Donc, ça veut dire que véritablement, la situation est très critique. Que certainement, il y a eu des promesses. Il y a pas, en tout cas, le fondateur m'a dit que... Ça. Il n'y a pas eu de décision. De promesses. Mais il m'a dit que véritablement, ils ont fait leur ultimatum, ils ont exécuté, ils ont suspendu les étudiants. Maintenant, ils sont revenus, donc, dire que les étudiants peuvent revenir. Donc, tout cela, en fait, à quoi? Il faut donc trouver des solutions idoines à cela. C'est cela votre souci, c'est cela votre souhait. Donc, il faut rappeler que ces boursiers sont des méritants. Ça veut dire que les soutenir, c'est donc continuer à encourager la culture de l'excellence au niveau du système éducatif nigérien dans son ensemble. Et nous allons terminer avec cette tournée à l'intérieur du pays d'une mission du ministère de la Communication afin d'échanger sur le projet de convention collective interprofessionnelle. Une rencontre avec les travailleurs et les responsables des médias pour leur expliquer le contenu du document de la convention collective revu par le ministère de la Communication et le comité en charge de sa phase de parachèvement. Hussein Issa, quels sont les enjeux d'une telle mission? Quel enjeu? Quel enjeu? Ils sont allés en tournée, c'est tout. Moi, je ne vois pas l'enjeu. La convention concerne également les confrères de cette région. Est-ce qu'on a besoin d'aller en région pour expliquer? Je me pose la question. Non, il faut être réaliste. Ils sont allés, certainement il y a un fonds qui a été engagé
pour permettre à une délégation d'aller sillonner, voir les gens là-bas. Ça va changer quoi? Le blocage de la convention, tout le monde sait. C'est les promoteurs, ils disent non, eux, ils ne vont pas signer. Tant que les conditions ne sont pas créées, l'environnement économique et tout, bon, ils vont Est-ce que ce n'est pas une occasion, une opportunité? Occasion, ce n'est pas l'intérêt du pays. Non. Nous avons aussi des responsables de presse. Oui, d'accord, on a des responsables de presse. Mais une fois que la convention est signée, on va l'imposer à ces responsables-là. Mais est-ce que ce n'est pas une bonne chose d'aller vers eux? Je sais de quoi il s'agit. J'ai vu ça au Sénégal, j'ai vu ça en Côte d'Ivoire. Mais pratiquement, souvent, après, les gens ont abandonné. Tu m'entends? Les gens ont abandonné. Parce que les gens signent des contrats, comment dirais-je, des contrats personnels, comment avait dit, direct avec toi. Parce que ce qui est prévu dans la convention, c'est une bonne chose dans un premier temps. Mais quand on me dit qu'il y a une mission, une tournée de sensibilisation, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce qu'il y a un fond là, déjà il faut aller tourner. Voilà un peu moi, comment je comprends cette affaire. Il va aller, dans tous les cas, si le document est adopté, si tout le monde est d'accord autour du document, ça passe en application. Mais maintenant, qu'on crée une tournée comme ça là en région, parce qu'il y a des frais de mission quelque part. Voilà un peu moi ce que j'ai compris dans. C'est ça votre point de vue. Maïmouna Diado, quelle réaction ou quelle analyse par rapport à cette mission du ministère de la Communication pour expliquer les tenants et les aboutissants de la convention collective tant attendue dans le monde des médias que nous connaissons? J'aurais bien voulu que cette délégation attend d'abord la signature, parce qu'ils ont dit que la signature interviendra d'ici fin novembre. J'aurais bien voulu d'abord que cette délégation du ministère attende la signature de la convention collective pour aller en région. Puisque c'est en fin novembre. C'est en fin novembre. Donc ça veut dire que déjà, cette délégation a pris de l'avance. Ils vont revenir, on va signer la convention collective. Et ils vont retourner encore avec le même document pour aller vulgariser. Donc moi, je me dis que c'est comme ce que Hussein vient de dire. Je me dis que... Et ensuite, quand je regarde, si vous voulez vulgariser, ce n'est pas la manière dont vous êtes en train de faire. Une petite salle avec combien de journalistes? Est-ce que quand vous partez à Zender, c'est tous les journalistes de Zender que vous avez réunis là-bas, dans cette petite salle, pour pouvoir les vulgariser? Vulgariser donc le document, leur faire comprendre comment est-ce que ça doit se passer. Parce que ce qu'il faut également comprendre, ce n'est pas tous les journalistes aujourd'hui qui parlent le français, qui connaissent en fait le document en français. Donc, il fallait attendre la signature, prendre des professionnels des médias, les langues, les différentes langues, et ensuite avec nos confrères qui parlent le français, aller sur le terrain, vulgariser, sensibiliser, trouver ces hommes de médias dans leur milieu. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi nécessité de recueillir les ultimes avis avant le parachèvement du document? Ça fait combien d'années que le Niger est sur ce document? Ça fait combien d'années que le ministère de la Communication est sur ce document? Si c'est au moment où on espère qu'on doit signer cette convention collective, qu'ils doivent aller sur le terrain pour recueillir encore d'autres aspects et venir parce qu'on ne peut pas insérer. Je ne vois pas comment est-ce qu'on va insérer à la dernière minute un papier qui est déjà fini, un document qui est déjà fini. Ça veut dire que le mieux c'était d'attendre. Le mieux c'était d'attendre véritablement l'adoption de la convention. Parce que c'est ça en tout cas qui Est-ce votre point de vue, El Hadji Mohamedou Souleymane? Franchement, je suis d'avis avec mes confrères que cette mission donne l'impression d'une randonnée, un truc de villégiature, parce que tout simplement la convention collective met en rapport face à face les employeurs et les employés. Il est question d'accepter ce qui est programmé, parce qu'en réalité, Hussein l'a dit, il y a une implication qu'on s'entend sur le fait que les journalistes nigériens sont mal payés.
Donc maintenant, on a décidé, selon ton grade, selon ton diplôme, qu'il y a une certaine barre, un certain traitement qu'on doit te faire avec des avantages, un certain seuil, ce qui fait que, au lieu des salaires de misère de 50 000, 70 000 qu'on donne aux gens, au niveau de la presse privée, c'est malheureusement... Au niveau de certains organes, cela, pas tous les organes. On va dire que tu as une licence ou bien un master journaliste, ton salaire peut augmenter. En tout cas, on pense qu'il faut te rémunérer 400, 500 000. Donc, vous voyez, là, c'est une implication où l'État, le ministère de la Communication, là, on peut faire le débat. Mais au niveau de la presse privée, ils disent que nous conditionnons cela par la loi sur la publicité. Il nous faut un accès équitable à la publicité parce qu'effectivement, la réalité, c'est que lorsque l'économie de la presse ici au Niger, c'est d'abord la publicité, c'est la vente de produits. Ni l'un ni l'autre. Nous sommes pratiquement vers la fin de ce forum, mais est-ce que vous restez alors optimiste par rapport à ce délai fin novembre pour l'adoption? Ce n'est pas une question par rapport à l'adoption de ce projet. De mon point de vue, les conditions ne sont pas réunies. Il y a un besoin d'accompagnement. Est-ce que l'État est vraiment prêt à accompagner justement toute la presse, surtout la presse privée? Donc, vous voyez, je pense qu'il va falloir discuter encore de façon... tout simplement tous les partenaires, parce que j'ai comme l'impression on risque vraiment de mettre la charrue avant le bœuf. Encore une fois, c'est d'abord les employeurs et les employés. Je ne suis pas sûr qu'au niveau de la presse privée, par exemple, les gens sont prêts. Oui, on regarde la précarité, en tout cas, tant qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, que ce soit au niveau de l'État ou bien au niveau des partenaires, je pense que c'est pas pour demain, en tout cas, l'effectivité de la... Merci beaucoup, Hussein Issa. Est-ce qu'on peut espérer cette signature au moins avant la fin de l'année 2021? Il faut créer les conditions d'abord de la viabilité de ces médias, des organes. Regardez ce qu'on donne comme fonds aux médias. La presse, comme on avait dit, la presse privée. Tant qu'on ne change pas les conditions, parce qu'ailleurs, regarde ce que les médias publics gagnent en termes de publicité, qui sont subventionnés. Non, c'est une réalité. Les organismes, tout passe dans les médias. L'État même, les publicités de l'État, c'est les médias publics. Alors, comment on peut développer les médias, créer les conditions pour qu'il y a un travail à faire par l'État? Non. Il ne faut pas penser que c'est comme ça, là, parce qu'on est parti tourner, c'est fini. Même si on signe... Gado, est-ce qu'on peut espérer la signature de cette convention collective avant la fin de cette année 2021? Mais Michel, on attend. Parce que j'ai entendu la représentante des promoteurs des médias qui a bien dit que la signature interviendra en fin novembre. Donc on l'attend. Mais est-ce que vous restez optimiste à votre niveau par rapport Moi, je ne suis pas optimiste. Merci beaucoup. Chers auditeurs et téléspectateurs, nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangu de ce vendredi 19 novembre 2021. Nous disons merci à nos invités, Maïmoune Gado, journaliste indépendante, Elhadji Mohamedou Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter, et Hussein Issa, journaliste indépendant également. À la modération de ce forum de la presse, je suis Michel Deji, à la régie pour le son, Mustapha Ayouba, et à la réalisation vidéo, Seyni Isaka. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Au revoir.